En fait, j'ai eu une enfance heureuse, une enfance de gosse de quartier, comme on dit, c'est-à-dire que notre univers était tout à fait divisé en deux. On avait un univers extérieur, car contrairement à ce que je vois aujourd'hui à Paris, ou même dans certaines grandes villes en Algérie où les enfants ne sortent plus, nous vivions dans la rue. Et donc, nous nous retrouvions entre enfants d'origines diverses, ce qu'on appelait les Français, qui étaient tous d'origine maltaise, italienne ou autre, ce qu'on appelait les Juifs et ce qu'on appelait les Arabes ou les Kabyles. Et donc, dans ce monde qui était un peu un melting pot, chacun essayait de trouver sa place, si on avait un certain langage, si vous voulez, une certaine façon de jouer ensemble, chacun étant lui-même, tout en étant ensemble. C'est très curieux, mais c'était ainsi. Et de l'autre côté, un univers intérieur, dans une maison qui fut assez rigoureuse, où on nous a appris, si vous voulez, la discipline, certaines formes de respect, une certaine éducation, je dirais, traditionnelle. Ayant vécu dans un univers où il n'y avait pas de livres, dès que je recevais mes premiers livres de l'école française où j'étais, je crois que je me suis habitué à lire et j'ai eu tout de suite ce qu'on appelle les imaginations d'enfants à partir des lectures. La lecture a été liée à une activité de solitude dont j'ai toujours eu besoin. Peut-être aussi, je crois, on essaie toujours d'imaginer ce qui nous est arrivé, hein. Parce que j'ai été très tôt orphelin de mère, ayant perdu ma mère jeune, si vous voulez, j'ai eu tout de suite une intériorité, et dans l'intériorité, la communication, c'est vraiment avec les livres, ou avec les contes, ou avec les images qui vous viennent. Je n'ai pas eu de grand-mère pour me raconter des contes, et je crois que les livres ont servi à ça. Depuis ma jeunesse, si vous voulez, puisque si je suis né à Constantine, j'ai vécu en fait à Alger, si vous voulez, depuis 18 ans, j'ai toujours habité des lieux où je regarde la mer. La mer, c'est à la fois l'au-delà, c'est des lieux où l'on rêve, et c'est à la fois quelque chose de physique. La mer est un rapport physique, c'est quelque chose qui me manque et que j'ai besoin de retrouver de temps en temps dans une sensualité ou simplement dans un rapport qui fait que l'on est d'un lieu. Moi, je suis de ce lieu. Vous avez été cofondateur du comité algérien contre la violence. Quel était votre but Ça, c'est lié aux événements et à l'histoire de l'Algérie, si vous voulez. En 1988, il y a eu une révolte de jeunes assez généralisée, qui a d'ailleurs changé tous les fondements qu'a été l'Algérie, et une torture systématique et violente a été une abjection, et principalement contre les jeunes, et notamment les jeunes de quartier, qui avaient, comme tous les jeunes de banlieue ici, je veux dire ici en France, en Europe, etc., cassé, volé les chaussures dont ils rêvaient, etc. Et cette répression nous a fait beaucoup mal à quelques-uns parmi les intellectuels, des médecins, etc. Et on a créé ce comité qui était le comité algérien contre la torture. Et en fait, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous l'avaient subi, eux également, puisque nous avions été dans nos parcours de vie des militants politiques, dans les mouvements d'étudiants ou dans les mouvements d'enseignants, si vous voulez. Et il s'agissait, en créant un comité contre la torture, si vous voulez, non seulement de dénoncer ce qui s'est fait, mais de répondre à cette question générale de tous les militants des droits de l'homme aujourd'hui, plus jamais ça. D'abord, c'est une particularité qu'a prise l'action contre la torture en Algérie, de faire que ce soit une dénonciation qui ne soit pas seulement des pétitions ou des dénonciations de signatures ou d'intellectuels, comme ça se fait classiquement, ou même de l'action d'Amnesty International, mais ça a pris réellement un caractère de masse. Imaginez que nous avons même organisé des manifestations de 20 000 personnes qui ont défilé contre la torture. On a même pensé, et on y a été empêché, si vous voulez, de créer un tribunal contre la torture, qui aurait été un tribunal symbolique pour juger les tortionnaires. Et le mal a été tellement profond, il a frappé tellement de familles, il a été tellement massifié, si vous voulez, qu'il y a eu une horreur au sein de la population de cela, dont nous avons été un peu les porteurs, si vous voulez. Quelles ont
quels ont été les événements qui vous ont fait partir de l'Algérie? Ah bien, écoutez, c'est l'histoire de l'Algérie, l'histoire récente. Après 1990, le Front islamique de salut, c'est-à-dire les islamistes, ont pris la plupart des communes lors des premières élections et ont commencé, si vous voulez, un certain nombre d'exactions, d'éléments pour terroriser notamment les intellectuels et les intellectuels critiques. Et puis ensuite, ils ont gagné les élections législatives et puis un climat de violence s'est instauré au cours duquel une bonne partie de mes amis politiques ou de mes camarades tout court, dont certains étaient dans les différents comités de la société civile, ont été assassinés. Et à un moment, la terreur s'empare de vous, si vous voulez, vous commencez à recevoir toutes les formes de menaces. Et pour moi, en tout cas, dans ce qui s'est passé, ce sont des mécanismes que vous ne contrôlez plus. Il faut très vite partir, surtout quand votre fils, en tout cas ça a été le cas du mien, qui avait 14 ans, me dit un jour, un matin, alors qu'on prenait toutes les précautions pour sortir, « Papa, un jour, ils vont te tuer. » Bah, à ce moment-là, vous partez. Et au moment de partir, si vous voulez, je raconte ça parce que plus tard, ça m'a été révélé dans ma tête, si vous voulez, comme n'étant pas seulement une anecdote. J'ai laissé ma valise, la valise que j'avais préparée. Et donc je suis venu en France avec mes seuls diplômes, papiers, etc. Je ne sais pas interpréter ça, mais je me dis toujours, peut-être, qu'en ne voulant pas prendre de bagages, je voulais retourner au plus tôt. Avant l'écriture de ce premier roman, Dieu le fit, j'avais toujours eu, plus que des velléités d'écriture, si vous voulez, un désir très fort d'écriture. D'abord par la tenue d'un journal, et puis ensuite j'ai toujours été très épistolier, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des relations d'écriture par lettres, par correspondance avec un certain nombre de personnes. Comme beaucoup de gens, j'ai écrit aussi les poèmes que l'on écrit à 20 ans, hein, son premier amour, ses chagrins, etc. Et en fait, j'ai été empêché quelque part d'écriture par une vie militante, puisque j'ai été longtemps, si vous voulez, militant politique, aussi bien dans un syndicat que dans un parti communiste clandestin, durant très longtemps. Et en même temps que je faisais des études et en même temps que j'ai enseigné plus tard. Et donc, j'ai beaucoup écrit avant de le faire dans la littérature et la fiction, dans le débat d'idées ou même dans le droit. Hein. J'avais fait paraître quand même des ouvrages. J'avais écrit un essai sur Femmes et loi en Algérie à partir des considérations juridiques sur la question féminine. Et l'écriture au sens littéraire m'est venue la première fois au point de la publication, si vous voulez, juste après la torture, puisque j'avais écrit une nouvelle qui avait été qui avait été remarquée un peu à l'époque, qui était une nouvelle qui portait sur la torture, mais qui ne décrivait pas les faits, mais qui était déjà dans l'onirisme, si vous voulez, dans l'imaginaire, et puis dans le choc de l'exode du départ, parce que j'ai jamais pensé que je quitterais un jour l'Algérie. Je voyageais pas mal, je venais souvent en France, j'avais eu toutes les circonstances, si vous voulez, pour m'installer ailleurs si je l'avais désiré, mais je n'ai jamais pensé devoir ou pouvoir quitter, ou même vouloir quitter l'Algérie. Et là, j'ai eu un choc, il y a un choc d'exode, si vous voulez. Et je me suis mis à penser que c'est par l'écriture que l'on atteint quelque chose comme, non pas une réparation de la blessure, non pas une thérapie, mais quelque chose qui serait à dire et qui vous est strictement personnel. Dans l'écriture d'un essai, on est dans la distance objective. Dans l'écriture politique, on s'exprime autour d'un anonymat, d'un nous. Nous revendiquons toute la forme de pétition, etc. Dans l'écriture romanesque, on est soi-même face à la page blanche, et je crois qu'on a besoin de ces vérités intérieures. Moi, j'avais envie de me dire, si vous voulez, à travers ce premier roman. Dieu le fit, c'est littéralement, si vous voulez, la traduction du terme arabe et musulman mektoub, la destinée, la destination. Et Dieu le fit, c'est-à-dire mektoub, la prédestination, c'est le mot qui se trouve dans toutes les bouches constamment dans des pays comme les nôtres, au sens où nous sommes marqués par
la prédestination, parce que les gens sont croyants, parce qu'ils sont dans les forces de l'invisible, etc. Et Dieu le Fit fonctionne comme titre dans ce roman, si vous voulez, un peu comme une distance de dérision. De dérision. Et l'histoire est celle donc d'une exode forcé d'un bidonville. Ce sont les autorités qui vont prendre les gens d'un bidonville et qui vont les renvoyer, disent-elles, ces autorités, à leur douar d'origine. Ils vont les renvoyer à leurs origines, si vous voulez. Et donc, pour le romancier, c'est assez fantastique que ce soit un bidonville d'abord, puisqu'un bidonville, c'est un lieu sans fondement. C'est le seul habitat humain avec la tente nomade qui n'est pas de fondement. Et de plus, ces gens-là, leurs origines, c'est quoi? Elles sont algériennes comme les autres. Or, en fait, on va les transplanter des villes pour les ramener vers les campagnes. Et on va le faire par un certain autoritarisme. Et on a là, si vous voulez, une métaphore de l'exode, de tous les exodes. À partir de quoi, si vous voulez, le romancier dit quelque part l'arrachement, lui, qu'il a eu lorsqu'il a été contraint de partir. Voilà. Ce second roman, La Maison de Lumière, porte sur une demeure. À la différence du bidonville qui, lui, n'a pas de fondation, ça c'est une demeure, une vraie demeure, un palais, cossu, construit par les Turcs. Et en creusant les fondations afin de bâtir cette maison, qui est une maison mauresque, si vous voulez, on découvre une pierre tombale écrite en latin, donc on découvre quelque part ce que sont les fondements des origines. Cette maison est bâtie et construite, donc à l'époque des Ottomans, et il va s'y dérouler une certaine histoire de l'Algérie. Et donc dans cette évocation, c'est un peu le travail de la mémoire par rapport à l'histoire officielle telle qu'elle s'écrit. L'Algérie est un pays polyphonique, c'est un pays à plusieurs voix, dans lequel on parle plusieurs langues. Les gens sont d'origines diverses. C'est un pays méditerranéen ouvert. Et dans son histoire, tous ceux qui l'ont gouverné ont essayé de le restreindre, de l'enfermer, y compris dans un nationalisme étroit, et qui va aller jusqu'à l'intégrisme, c'est-à-dire à la volonté de détruire l'autre. C'est pourquoi maintenant, je suis heureux qu'on commence à sentir, c'est toujours après les crises et les catastrophes qu'on prend conscience de ce qu'on est, que beaucoup de gens commencent à se sentir que l'Algérie est diverse et que l'Algérie peut être un pays plus ouvert. Oui. Akatum.